parler de l'animisme, vu que c'était votre terrain en particulier. Quels sont les traits distinctifs des images animistes? Quels usages en sont faits, justement, pour reprendre les trois registres de figuration que vous venez de décrire, en particulier sur l'animisme? Alors, l'animisme a ceci de particulier que pendant très longtemps, et c'est encore très largement le cas à présent, il s'est attaché à rendre présents des présences qui ne sont pas ordinairement visibles, c'est-à-dire en fond des esprits, et la plupart du temps des esprits animaux. Et donc on fait pour cela, on utilise pour cela, et des corps humains ornés, masqués, décorés, et aussi beaucoup la voix et la musique, qui jouent un rôle important, parce que lorsque un chaman fait advenir des êtres multiples dans un contexte que je disais tout à l'heure polyperspectiviste, on les voit de différentes façons, c'est beaucoup plus facile de le faire avec la voix, c'est-à-dire en convoquant ces êtres à qui il va prêter sa voix, que le faire sur une surface en 2 dimensions. Et on le voit, puisque maintenant les ethnologues ont demandé, à juste titre, aux populations, alors en particulier ça s'est beaucoup fait en Amazonie, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, aux populations avec lesquelles ils résident, de leur montrer en image les populations d'esprit avec lesquelles ils interagissent. Et c'est très compliqué en 2 dimensions. C'est beaucoup plus facile de faire ça par la voix, ou alors sous la forme d'une présence incarnée. Alors, ces présences incarnées, elles ont différentes formes concrètes, mais peut-être celle qui est la plus pertinente, c'est celle qui permet de comprendre comment on passe d'une intériorité, puisque non seulement la plupart des êtres ont une intériorité, mais en plus ils se voient comme des humains. Autrement dit, lorsque vous allez communiquer avec un singe ou un plant de manioc pendant votre sommeil, en rêve, le plant de manioc apparaîtra sous la forme d'une jeune fille et le singe sous la forme d'un humain. Autrement dit, ils se voient comme des humains. Et donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte, puisque leur subjectivité prend cette forme anthropocentrée, si je puis dire. Il y a toujours de l'anthropocentrisme, hein, bien sûr. Et néanmoins, ils ont un corps que cette intériorité revêt, et ce corps, il est dans bien des civilisations de l'archipel animiste appelé du même terme que vêtement. Autrement dit, un corps et un vêtement, c'est la même chose, parce que les êtres endossent au fond des apparences qui les permettent de se différencier, mais dans certaines de ces civilisations, c'est très difficile de savoir à qui on a vraiment affaire. Si on a affaire à un tapir ou à un cachalot, et pas à un autre esprit animal qui s'est déguisé, qui a endossé le costume d'un tapir ou d'un cachalot. Donc les formes physiques, qui est l'autre caractéristique de l'animisme, c'est-à-dire les formes qui permettent d'agir dans le monde, un peu comme on va revêtir un scaphandre. Si vous voulez aller sous l'eau, c'est bien de revêtir un scaphandre, et donc on va revêtir le corps d'un dauphin, par exemple. C'est ce que fait le chaman. Alors, les manifestations concrètes, c'est quoi? Eh bien, il faut pouvoir montrer à la fois la subjectivité de l'esprit animal et puis son corps. Alors ça se fait par différents mécanismes, dont certains sont assez spectaculaires, puisqu'ils sont assez simples. C'est une division latérale dans un masque qui va séparer d'un côté un visage humain, qui est l'intériorité, la subjectivité de l'esprit animal, ce n'est pas un humain, c'est la forme que prend la subjectivité de l'animal, et de l'autre, une face animale qui est l'apparence que revêt son corps. Et la métamorphose, c'est la capacité qu'on a de sauter de l'un à l'autre, d'opérer des commutations entre ces deux perspectives. Ce n'est pas des métamorphoses au sens d'Ovide,
Ce n'est pas des transformations qui peuvent être, en fin de compte, définitives. C'est vraiment un basculement de perspective, une commutation. Alors on peut faire ça aussi avec des masques à volets, hein, comme on l'a fait dans la côte nord-ouest. Mais le masque latéral est efficace parce qu'au fond, c'est la forme la plus simple. Et c'est fondé sur l'illusion typique de canard-lapin, ce que vous connaissez bien. C'est-à-dire que quand vous regardez le canard, vous ne voyez pas le lapin. Et tout d'un coup, vous avez la forme du lapin qui transparaît dans le canard et vous ne pouvez plus voir le canard. C'est la même chose. Ce processus de commutation vous bloque dans un aspect ou un autre. Alors, il y a des formes qui sont encore beaucoup plus simples, au fond. J'en emprunte une à Franz Boas, qui est notre père à tous, hein, de l'anthropologie comparative d'un côté, et puis la réflexion sur le pluralisme ontologique des images, qui figure des jeunes garçons d'une société secrète, encore une fois, de la côte nord-ouest, dont le corps est couvert d'imitation, au fond, d'une grenouille et d'un ours. Ils appartiennent, enfin, c'est les deux éléments importants de la société secrète. Et ils dansent. Alors, quand on les regarde comme ça, c'est très bizarre, parce qu'on a un morceau d'ours devant, et puis un autre, la tête sur le buste, etc., etc. Mais en fait, quand on les imagine en train de danser, courbés en avant, etc., là, ils reproduisent la forme générale de l'animal, mais avec cette caractéristique qu'ils sont nus. Et donc, on oscille en permanence entre l'animal que l'on voit. Il faut imaginer que ça ne se fait pas sous des projecteurs comme ça, mais éclairé par des lumignons dans une grande maison commune. Et on voit tout d'un coup, c'est quand même un garçon, et puis tout d'un coup c'est une grenouille, et puis c'est un garçon, puis c'est une grenouille, etc. Donc ça peut s'obtenir, ça peut se faire avec des moyens d'une relative simplicité. Et dans les formes du visible, je montre une image d'un chaman Yanomami qui est nu et couvert d'ocelles. Il faut savoir que dans cette région du monde, comme le disait un chaman inuit du nom de Ivalwarjuk, le plus grand péril de l'humanité, donc l'humanité animiste, c'est que leur nourriture est entièrement faite d'âme. Elle est faite d'âme parce que quand on mange un animal, on mange non seulement sa chair, mais les lambeaux de subjectivité qui sont attachés à sa chair. Alors il y a des rituels pour les désubjectiver, etc., mais c'est jamais vraiment efficace. Autrement dit, toutes les affections du corps, voire de l'âme, dans cette région, viennent du fait que l'on a été contaminé par les esprits animaux, ou bien que le maître du gibier, qui est une figure très importante dans tout l'archipel animiste, est vengé sur les humains de leur prélèvement en gibier. Et lorsque l'on veut intervenir, lorsqu'on est un chaman et que l'on veut intervenir auprès des esprits animaux, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les animaux se voient comme des humains, le corps humain est suffisant, mais nu. Mais ils sont néanmoins, les animaux, ils se distinguent les uns des autres par des peintures, des motifs, hein, comme les humains se distinguent les uns des autres par des motifs. En Amazonie, c'est fait de la teinture rouge, du roucou et du génipa, de la teinture noire. Et donc, si je veux me transformer en une sorte de citoyen d'honneur et être accueilli par le collectif des jaguars, eh bien, sur mon corps nu, je vais mettre les signes que les jaguars utilisent pour se reconnaître entre eux. Donc des ocelles. Donc tous ces dispositifs sont évidemment très très différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés, puisqu'ils ont pour ambition
de transformer, au fond, des corps humains en images, et de les rendre agissantes. Et c'est pour ça que l'animisme est très difficile à rendre perceptible dans les musées. Il faudrait pouvoir multiplier des rituels dont les spectateurs seraient familiers pour qu'on arrive à comprendre ce qui se passe lorsqu'on transforme un corps humain en image. Autrement, c'est soit des photographies, soit des masques dont la puissance d'agir, évidemment, s'est dissipée puisqu'ils sont rangés dans des vitrines. Quelquefois, elles suscitent en nous de l'émotion, du fait de leur capacité d'expression plastique, mais la plupart du temps, ces objets sont morts. Et donc l'animisme, c'est vraiment ça. Alors on peut le faire aussi, c'est encore plus subtil peut-être. Je l'avais fait au musée du Quai Branly en montrant des parures de plumes. Les parures ont ceci de particulier qu'elles constituent pour les humains des emprunts à des corps animaux. Alors, bien sûr, c'est décoratif, c'est beau, ça signale aussi des statuts sociaux, des choses comme ça. Mais le fait de multiplier dans une même parure le nombre d'espèces et dans la décoration d'un corps, le nombre d'espèces des becs, des serres, des dents, etc., vous pourvoit, vous humains, d'un corps augmenté. C'est-à-dire d'un corps qui a la capacité de retrouver quelque chose de la polyvalence des corps avant la spéciation mythique. La spéciation mythique, ce n'est pas du tout le passage de la nature à la culture. La spéciation mythique, c'est le passage d'un monde où la culture existait déjà et où les plantes et les animaux avaient, on peut supposer, une apparence humaine puisqu'elles faisaient la cuisine, où ils faisaient la cuisine, ils jouaient de la musique, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un événement catastrophique qui fait que cette plante ou cet animal dont la puissance de devenir était en germe dans son nom, boum, va se transformer en l'animal ou la plante dont il ou elle portait le nom. Et les humains étaient aussi dans une situation de polyvalence, et donc la spéciation, elle a aussi affecté les humains qui se sont divisés en groupes ethniques avec des caractéristiques physiques que nous pouvons interpréter comme des caractéristiques culturelles, des parures, des habitats, des armes, des outils, etc., mais qui sont plutôt vus comme des caractéristiques physiques, comme un bec, comme des serres, comme des dents, comme des ailes, comme des nageoires, etc. Autrement dit, les parures, ça sert aussi à ça. Ça sert à augmenter un corps. Et il est intéressant de noter que dans une partie, une partie des peuples du Nord, comme on dit, en Sibérie en particulier, mais aussi en Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique du Nord, et aussi au sud, en Patagonie, les gens portent des costumes qui sont faits avec des corps animaux, et en général, ils s'efforcent de récapituler dans le costume la forme du corps animal d'où proviennent les éléments. Donc on va faire un pantalon avec de la fourrure, des jambes de cerf, etc. C'était comme si, au fond, on endosse ce costume de façon, là aussi, non pas sous forme de parure, mais sous forme d'un corps costume, afin d'étendre les capacités humaines qui ont été sévèrement amputées par la spéciation. Pour revenir sur le naturalisme, justement, vous parlez pour
pour vous forger un nouveau terme qui est celle de l'esthétique du visualisme du XVe siècle jusqu'au début du XXe pour définir l'art occidental, l'art européen. Et il va y avoir un basculement qui va se produire au début du XXe siècle avec l'arrivée des avant-gardes et donc un éclatement justement de la perspective unique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je parle du visualisme parce que précisément, on a utilisé à foison le terme de réalisme, comme si la peinture que j'appelle naturaliste avait une capacité à figurer le réel avec plus d'exactitude que d'autres régimes figuratifs. Or, ce que fait la peinture naturaliste, c'est de l'illusionnisme, c'est-à-dire c'est du visualisme, c'est-à-dire elle reproduit la vision humaine. Mais on peut, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du polyperspectivisme, on peut penser qu'un être dont on va déployer les qualités en déployant ses parties sur une surface sera plus pertinent, sera mieux décrit, au moins conceptuellement, qu'un être dont la peinture visualiste ne va nous montrer qu'un profil, par exemple, ou une face dont on ne verra pas le dos, etc. etc. Donc ce parti pris, qui s'est vraiment installé de façon très nette au XVe siècle, vole en éclats avec le cubisme, puisque les cubistes, notamment Braque et Picasso, s'attachent à développer justement pour chacun des êtres qu'ils représentent, c'est souvent des humains d'ailleurs, mais aussi des artefacts communs dans une nature morte, différentes facettes que l'on voit simultanément. Donc c'est une révolution considérable. C'est une révolution considérable par rapport à l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'était, malgré la passion visuelle que j'ai pour certains tableaux impressionnistes, c'est l'acmé du naturalisme. C'est-à-dire, il s'agit de montrer la nature sans aucune médiation symbolique telle qu'elle s'impressionne précisément sur la rétine. Mais le point de vue est toujours celui de l'observateur humain, bien sûr. Alors que les cubistes commencent à fracasser ce privilège et déclenchent toutes sortes d'expérimentations dans toutes les directions, dont certaines sont au fond une accélération ou un prolongement du naturalisme. Je consacre quelques pages à Mondrian, qui est très intéressant, puisque Mondrian, c'est au départ quelqu'un qui peint surtout des paysages, notamment de son pays, du littoral de la mer du Nord. Et puis, en même temps, il est important pour lui de ne pas tricher avec la planéité de la surface. Et ça va être un leitmotiv chez beaucoup d'artistes au XXe siècle. Et donc de ne pas utiliser précisément les dispositifs illusionnistes qu'on utilisait auparavant, comme la construction perspective. Alors il va employer différents moyens, d'abord en bombant l'espace, hein, c'est une phase transitoire, et puis ensuite en donnant des effets de profondeur, avec la juxtaposition des cubes et des lignes dans ce qui est le plus connu de sa manière. Donc au fond, c'est quelqu'un qui a poursuivi un projet naturaliste de construction d'un état visuel qui serait néanmoins débarrassé de l'illusion de la perspective. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a explicité son entreprise à partir des ressources dont il disposait, essentiellement l'anthroposophie. Et donc, pour pousser, au fond, cette manière naturaliste de dépeindre les choses, il utilise un discours qui est complètement analogiste. Steiner et l'anthroposophie,
ça fait partie de ces multiples, j'aime pas le terme survivance, hein, ces multiples manifestations, au fond, de la pensée analogiste qui sont tout autour de nous, qui sont très communes. Donc l'art contemporain, à partir des cubistes, c'est une extraordinaire hybridation. Et de la même façon que les Flamands avaient au XVe siècle anticipé un monde qui ne sera véritablement thématisé, problématisé que 2 siècles plus tard, au XVIIe siècle, dans les écrits des philosophes et des savants. De la même façon, on peut penser que ce qui s'est passé au début du XXe siècle annonçait une rupture, une transformation profonde dans les manières de percevoir continuité et discontinuité entre humains et non humains, dont on commence simplement maintenant à mesurer la puissance. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent non, ben c'est fini maintenant, l'idée qu'on exploite une nature extérieure composée de ressources illimitées, c'est plus possible. Bon, ça a pris un petit peu de temps, mais alors qu'est-ce qu'on fait à la place? Ben, on est en train de voir advenir quelque chose de nouveau, dont il est très difficile de dire encore ce que ça va être, mais que les frères voyants nous avaient annoncé avec un grand talent prophétique.